Si la réincarnation est une réalité, pourquoi oublions-nous? C'est peut-être la question la plus troublante, pour quiconque croit que la conscience perdure après la mort. Si nous avons vécu auparavant, si nos âmes ont habité d'autres corps, expérimenté d'autres vies, aimé d'autres personnes, alors pourquoi tout est-il effacé? Pourquoi arrivons-nous dans chaque nouvelle existence sans aucun souvenir de ce que nous avons été? Cela ressemble à un défaut de conception. Cela ressemble à une cruauté cosmique. Cela semble rendre le concept même de réincarnation absurde. Quel est l'intérêt de vivre plusieurs vies si l'on ne peut pas se souvenir des leçons apprises? Quel est l'intérêt de l'expérience si l'expérience est effacée? Cette question hante les philosophes et les chercheurs spirituels depuis des milliers d'années. Les Grecs anciens se sont débattus avec elle. Les traditions hindoues et bouddhistes ont développé des explications élaborées. Des maîtres religieux et des mystiques ont offert d'innombrables théories sur la raison pour laquelle le voile de l'oubli existe. Mais il existe une perspective sur cette question dont presque personne ne parle. Une perspective qui ne vient pas de la religion ou du mysticisme, mais de la physique. Une perspective qui suggère que la question elle-même pourrait être basée sur une incompréhension fondamentale de la nature de la mémoire, de l'identité et de la conscience. Cette perspective est celle d'Albert Einstein. Einstein n'a jamais écrit directement sur la réincarnation. Il était sceptique quant à l'immortalité personnelle sous quelque forme que ce soit. Il a déclaré un jour, de manière catégorique, qu'une vie lui suffisait. Il a écrit qu'il ne pouvait pas croire que l'individu survive à la mort du corps, ajoutant que les âmes faibles nourrissent de telles pensées par peur ou par d'absurdes égoïsmes. Ces déclarations semblent fermer la porte à toute discussion sur Einstein et la réincarnation. S'il rejetait la survie personnelle de la mort, pourquoi ces idées seraient-elles pertinentes pour les questions sur les vies antérieures? Parce qu'Einstein a dit autre chose. Quelque chose qui change tout dans notre façon de comprendre la question elle-même. Et à la fin de cette vidéo, vous verrez pourquoi la question de savoir pourquoi nous ne nous souvenons pas des vies passées pourrait être la mauvaise question. Vous comprendrez une vérité plus profonde sur la mémoire, l'identité et la conscience, qu'Einstein a entrevue grâce à la physique, une vérité que ni les croyants, ni les sceptiques n'apprécient pleinement. Commençons par ce qu'Einstein a réellement dit sur la conscience et l'identité. En 1950, Einstein a écrit une lettre à un père en deuil, nommé Antoine Moreau, dont le fils était récemment décédé. Dans cette lettre, Einstein a offert une perspective sur la mort et la séparation, qui est devenue l'un de ses passages les plus cités. Il a écrit « Un être humain fait partie d'un tout, que nous appelons l'univers, une partie limitée dans le temps et dans l'espace. Il se perçoit lui-même, ses pensées et ses sentiments, comme quelque chose de séparé du reste, une sorte d'illusion d'optique de sa conscience. » Lisez ces mots attentivement. Illusion d'optique de la conscience. Einstein disait que notre expérience fondamentale d'être des individus séparés est une illusion, pas une métaphore, pas une description poétique, une véritable illusion de perception. Il a continué. Cette illusion est une sorte de prison pour nous, nous restreignant à nos désirs personnels et à l'affection pour quelques personnes proches de nous. Notre tâche doit être de nous libérer de cette prison, en élargissant notre cercle de compassion pour embrasser toutes les créatures vivantes et toute la nature dans sa beauté. Einstein s'inspirait de la philosophie de Baruch Spinoza, le philosophe hollandais du XVIIe siècle, dont les idées l'avaient captivé depuis sa jeunesse. Spinoza enseignait que Dieu et la nature sont une seule et même chose, qu'il n'y a qu'une seule substance dans l'univers et que tout ce qui existe est une modification de cette substance unique, que ce que nous appelons les âmes individuelles ne sont pas des entités séparées, mais des expressions temporaires de l'unique réalité infinie. Einstein a explicitement embrassé ce point de vue.
Il a dit « Je suis fasciné par le panthéisme de Spinoza. J'admire encore plus ses contributions à la pensée moderne. Spinoza est le plus grand des philosophes modernes, parce qu'il est le premier philosophe qui traite l'âme et le corps comme un seul, et non comme deux choses séparées. L'âme et le corps comme un seul, pas deux choses séparées, c'est une affirmation radicale, avec de profondes implications pour la question de la réincarnation et de la mémoire. Si l'âme n'est pas une chose séparée qui se déplace de corps en corps, alors qu'est-ce qui se réincarnerait exactement? Si l'identité individuelle est une illusion d'optique, alors à qui appartiendraient les vies antérieures dont nous nous souviendrions? La physique d'Einstein a renforcé cette position philosophique. Sa théorie de la relativité a révélé que le temps n'est pas ce que nous pensons qu'il est. Le passé, le présent et le futur ne sont pas des catégories objectives qui existent indépendamment des observateurs. Ce sont des perspectives relatives au sein d'un espace-temps à 4 dimensions, qui existent simplement comme un tout. Après la mort de son ami de toujours, Michel Bessot, en mars 1955, Einstein a écrit à la famille de Bessot, avec des mots qui traduisent cette compréhension. Il a dit « Maintenant, il a quitté ce monde étrange un peu avant moi. Cela ne signifie rien. Les gens comme nous, qui croient en la physique, savent que la distinction entre le passé, le présent et le futur n'est qu'une illusion obstinément persistante. La distinction entre le passé, le présent et le futur n'est qu'une illusion obstinément persistante. Si cela est vrai, alors le concept même de se souvenir des vies passées devient philosophiquement problématique, parce que ce souvenir implique que le passé est parti et doit être retrouvé. Mais si le passé existe toujours, si tous les moments du temps existent éternellement dans l'univers bloc, alors que signifie même ce souvenir? Peut-être que la question n'est pas de savoir pourquoi nous ne nous souvenons pas des vies passées. Peut-être que la question est de savoir ce que nous entendons, même par nous. Et ce souvenir est passé. Permettez-moi maintenant de présenter quelque chose qui aurait fasciné Einstein, s'il avait vécu pour le voir. Parce que, tandis qu'Einstein abordait ces questions à travers la physique et la philosophie, il y a des scientifiques aujourd'hui qui les abordent à travers une recherche empirique rigoureuse. À la faculté de médecine de l'Université de Virginie, il existe une division de recherche qui étudie les affirmations de souvenirs de vies antérieures depuis 1967. Elle s'appelle la division des études perceptuelles. Depuis plus de 50 ans, les chercheurs y documentent et analysent des cas d'enfants qui rapportent spontanément des souvenirs de vies antérieures. Cette recherche a été fondée par le docteur Pierre Dubois, un psychiatre hautement qualifié, qui a passé des décennies à parcourir le monde pour enquêter sur ces cas. Après le départ à la retraite de Dubois en 2002 et son décès en 2007, le travail a été poursuivi par le docteur Jean Lambert, un pédopsychiatre qui a beaucoup publié sur cette recherche. Ce qui rend cette recherche significative, c'est sa méthodologie. Ce ne sont pas des thérapeutes en régression, utilisant l'hypnose pour récupérer des souvenirs supposés de vies antérieures. Ce sont des chercheurs médicaux, documentant des affirmations spontanées faites par de jeunes enfants, puis tentant de vérifier si les personnes et les événements décrits ont réellement existé. Les résultats sont frappants. La division des études perceptuelles a recueilli plus de 2500 cas dans le monde entier. Dans la grande majorité de ces cas, des notes de terrain détaillées ont été codifiées sur plus de 200 variables et saisies dans une base de données pour analyse. Voici ce que montrent les données. La plupart des enfants qui rapportent des souvenirs de vies antérieures ont entre 2 et 6 ans. Les souvenirs commencent généralement vers l'âge de 2 ou 3 ans et s'estompent vers l'âge de 6 ou 7 ans. L'âge médian de la personne précédente au moment du décès est de 28 ans. Le temps médian entre le décès de la personne précédente et la naissance de l'enfant est d'environ 16 mois. Environ 70% des enfants disent être morts de mort violente ou inattendue dans leur vie antérieure. C'est une découverte significative.
car elle suggère qu'un traumatisme pourrait être lié à la persistance des souvenirs. Les hommes représentent près des 3/4 de ces décès, presque exactement la même proportion d'hommes qui meurent de causes non naturelles dans la population générale. Peut-être plus remarquable encore, environ 70% de ces cas ont été résolus, ce qui signifie que les chercheurs ont pu identifier une personne décédée dont la vie correspondait aux détails fournis par l'enfant. Dans certains cas, les correspondances sont extrêmement précises, incluant des noms, des adresses, des professions et des circonstances de décès que l'enfant n'aurait pas pu connaître par des moyens normaux. Environ 30% de ces enfants présentent des marques de naissance ou des malformations congénitales qui correspondent à des blessures sur le corps de la personne dont ils prétendent se souvenir de la vie. Dans certains cas documentés, des dossiers médicaux et des rapports d'autopsie ont confirmé que l'emplacement et la nature de la marque de naissance correspondent à la blessure mortelle de la personne décédée. L'un des cas les plus convaincants étudiés par le docteur Lambert concernait un garçon nommé Lucas Garnier, originaire de Lyon, à l'âge de 5 ans. Lucas a commencé à décrire des souvenirs d'une vie antérieure à Paris. Il parlait d'avoir 3 fils, de conduire une voiture rouge et de travailler dans le milieu de la mode. Il a décrit des détails spécifiques sur l'agencement des appartements et la nature de son travail. Sa mère a trouvé une vieille photographie dans un magazine sur la mode parisienne. Et Lucas a identifié un homme, à l'arrière-plan comme étant lui-même. Cet homme s'est avéré être Henri Dubois, un styliste et agent de mannequin décédé en 1978. De nombreux détails spécifiques fournis par Lucas correspondaient à la vie de Dubois, y compris des détails qui n'étaient pas accessibles au public et ont dû être vérifiés par des recherches. Des cas comme celui-ci sont difficiles à expliquer par des moyens conventionnels. Les enfants sont trop jeunes pour avoir fait des recherches sur ces informations. Les détails sont trop spécifiques pour être des suppositions aléatoires. L'intensité émotionnelle des souvenirs est trop authentique pour être fabriquée. Pourtant, les sceptiques proposent d'autres explications. Certains chercheurs suggèrent que les personnes qui croient avoir des souvenirs de vies antérieures pourraient commettre ce que les psychologues appellent des erreurs de surveillance de la source. Cela signifie qu'elles se souviennent mal d'où provient une information. Un enfant pourrait avoir entendu une histoire ou vu une image, puis croire à tort qu'il s'agit d'un souvenir personnel plutôt que de quelque chose qu'il a appris de l'extérieur. Le docteur Bernard Lemaire de l'Université de Lille a étudié des patients de thérapeutes en réincarnation et a constaté que les personnes ayant des souvenirs de vies antérieures sont plus susceptibles que les autres de commettre ces erreurs de surveillance de la source. Cela suggère que certains cas pourraient impliquer de faux souvenirs plutôt que de véritables souvenirs de vies antérieures. Mais cette explication ne rend pas compte des cas vérifiés où les enfants fournissent des informations qu'ils n'auraient pas pu rencontrer par des moyens normaux. Elle n'explique pas les marques de naissance. Elle n'explique pas les 70% de cas que les chercheurs ont pu résoudre en identifiant de véritables personnes décédées. La vérité est que la science ne dispose pas encore d'un cadre pour comprendre ces phénomènes. Comme l'a souligné Sophie Dubois, directrice du Centre de biologie régénérative et développementale à l'Université Paris-Saclay, nos méthodes et concepts actuels ne permettent pas de traiter ces données. Lorsque vous pêchez avec un filet d'une certaine taille de maille, vous n'attraperez jamais de poisson plus petit que ces mailles. Ce que vous trouvez est limité par la façon dont vous le recherchez. Cette recherche ne prouve pas la réincarnation. Le docteur Lambert lui-même prend soin de noter que les données sont compatibles avec la réincarnation, mais ne l'établissent pas définitivement. Il pourrait y avoir d'autres explications, mais les données sont difficiles à écarter et elles ont été publiées dans des revues académiques évaluées par des pairs. Ce qui m'intéresse dans cette recherche, ce n'est pas de savoir si elle prouve la réincarnation. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'elle suggère quant à la raison pour laquelle la plupart des gens ne se souviennent pas. Si certains enfants entre 2 et 6 ans ont ces souvenirs et que les souvenirs s'estompent
vers l'âge de 6 ou 7 ans. Alors il se passe quelque chose dans le développement de l'enfance qui les efface. Le cerveau change. Le sens de l'identité individuelle se solidifie. L'illusion d'optique que Einstein a décrite devient complète. Le docteur Lambert a noté qu'il n'y a aucune preuve que tout le monde ait des vies antérieures. Mais il n'y a pas non plus de preuve du contraire. Il observe que, parce que le traumatisme est associé aux souvenirs de vies antérieures, peut-être les individus sont-ils plus susceptibles d'avoir ces souvenirs si la personne précédente est décédée violemment ou avait des affaires en suspens. Cela suggère une réponse possible au paradoxe. Peut-être que nous ne nous souvenons pas parce que nous ne sommes pas censés nous souvenir. Peut-être que l'oubli fait partie du dessein. Pensez à ce qui se passerait si tout le monde se souvenait pleinement de ses vies antérieures. Chaque traumatisme s'accumulerait, chaque perte se composerait, chaque relation inachevée nous hanterait à travers les vies. Le poids de plusieurs vies de souffrance serait insupportable. Peut-être que l'oubli est une miséricorde. Peut-être que le voile existe pour donner à chaque vie un nouveau départ. Peut-être que l'illusion d'optique d'être un individu distinct, comme l'appelait Einstein, est précisément ce qui nous permet de fonctionner dans chaque nouvelle vie, sans être écrasé par le poids accumulé de toutes les vies antérieures. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous êtes clairement intéressé par les questions les plus profondes sur la conscience et l'identité. Ce type de recherche et d'analyse demande un travail sérieux. Trouver des sources primaires, comprendre la science, relier les idées à travers les disciplines. Si ce contenu a de la valeur pour vous, envisagez de soutenir cette chaîne via Super Thanks. Votre soutien rend ce travail possible et signale que vous voulez plus de contenu qui prend ces questions au sérieux. Maintenant, laissez-moi relier la physique d'Einstein à cette question d'une manière plus profonde. La théorie de l'univers bloc d'Einstein suggère que tous les moments du temps existent éternellement. Le passé n'a pas disparu. Il existe encore. Le futur existe déjà. Nous expérimentons simplement le temps comme s'il s'écoulait, comme s'il se déplaçait du passé vers le futur. Mais cette expérience est subjective. De l'extérieur du temps, toute l'histoire de l'univers existe comme une seule structure quadridimensionnelle. Si cela est vrai, alors la réincarnation prend un sens différent. Ce n'est pas qu'une âme se déplace d'un corps à un autre à travers le temps. C'est que la conscience peut être localisée à différents points dans le bloc éternel de l'espace-temps. La personne que vous étiez dans une vie antérieure existe encore. Elle n'a pas disparu. Elle se situe simplement à un point différent dans la structure de l'espace-temps, selon Albert Einstein. De ce point de vue, la question de savoir pourquoi vous ne vous souvenez pas de vos vies antérieures revient à demander pourquoi vous ne vous souvenez pas d'être à Paris alors que vous êtes actuellement à New York. Vous êtes simplement à un endroit différent. L'autre endroit existe toujours, mais vous expérimentez la réalité à partir de cet endroit, et non de l'autre. Cela rejoint une autre des intuitions célestes d'Einstein. Il était fasciné par la question de savoir pourquoi l'univers est compréhensible. Il a écrit que la chose la plus incompréhensible à propos de l'univers est qu'il est compréhensible. Le fait que des lois mathématiques décrivent la réalité, que des modèles existent, qu'un ordre sous-tende le chaos, cela a frappé Einstein comme une preuve de quelque chose de profond concernant la nature de l'existence. Si l'univers est compréhensible, si l'ordre existe, alors peut-être que l'oubli des vies antérieures fait aussi partie de cet ordre. Peut-être qu'il sert une fonction que nous ne comprenons pas pleinement. Peut-être est-ce nécessaire pour que la conscience se développe correctement dans chaque nouvelle vie. Considérez comment la mémoire fonctionne. Même au sein d'une seule vie, nous ne nous souvenons pas d'être nés. Nous ne nous souvenons pas d'avoir appris à marcher ou d'avoir prononcé nos premiers mots. Les souvenirs de la petite enfance sont fragmentaires. Au mieux, le cerveau développe la capacité d'une mémoire autobiographique stable seulement vers l'âge de 3 ou 4 ans. Cela suggère que la conscience a besoin de temps pour s'établir dans chaque nouvelle forme.
Elle a besoin d'une période de formation avant que les souvenirs puissent être encodés et récupérés de manière fiable. Peut-être que quelque chose de similaire se produit à travers les vies. Chaque nouvelle incarnation nécessite une période d'oubli afin que la conscience puisse s'intégrer correctement à sa nouvelle forme. La philosophie de Spinoza soutient cette interprétation. Si tout est une seule substance, si Dieu et la nature sont identiques, alors la conscience individuelle n'est pas une chose séparée qui voyage de corps en corps. C'est une expression localisée de la seule conscience infinie. Chaque nouvelle expression doit se découvrir à nouveau. Elle ne peut pas simplement importer des souvenirs d'autres expressions. Une vague ne se souvient pas d'avoir été une vague précédente. Chaque vague est une nouvelle expression de l'océan. Mais l'océan lui-même se souvient. L'océan contient toutes les vagues qui ont jamais existé et qui existeront. Peut-être est-ce vers quoi Einstein pointait. Peut-être que nos souvenirs individuels sont moins importants que nous le pensons. Peut-être que ce qui compte, ce n'est pas ce dont nous nous souvenons, mais ce que nous sommes. Et ce que nous sommes, selon Einstein et Spinoza, ce sont des expressions temporaires de quelque chose d'éternel et d'infini. Cela m'amène à l'aspect le plus profond de cette question. Et si le but de l'oubli était de permettre une expérience authentique? Si vous vous souveniez de toutes vos vies antérieures, seriez-vous réellement présent dans celle-ci? Seriez-vous réellement pleinement engagé avec cet ensemble particulier de circonstances, cet ensemble particulier de relations, cet ensemble particulier de défis? Ou seriez-vous constamment en train de comparer, constamment en train de référencer, constamment en train de vivre dans le contexte d'autres vies? Peut-être que l'oubli crée la présence. Peut-être que le voile d'ignorance sur les vies antérieures est ce qui nous permet d'être pleinement ici, pleinement maintenant, pleinement engagé avec cette expression particulière de l'existence. Einstein a écrit sur l'importance de vivre dans le moment présent. Il a dit que son sens passionné de la justice sociale et de la responsabilité sociale avait toujours contrasté étrangement avec son manque prononcé de besoin de contact direct avec d'autres êtres humains et communautés humaines. Il se décrivait comme un voyageur solitaire qui n'avait jamais appartenu à son pays, sa maison, ses amis, ou même sa famille immédiate, avec tout son cœur. Ce sentiment d'être quelque peu détaché de la vie ordinaire, quelque peu en dehors du cours normal de l'engagement humain, a peut-être donné à Einstein une perspective unique sur les questions de mémoire et d'identité. Il a vu à quel point ce que nous considérons comme essentiel à notre identité est en fait contingent, construit et potentiellement illusoire. Lorsque vous réalisez que votre sentiment d'être un individu séparé est une illusion d'optique, la question des vies antérieures prend un caractère différent. Il s'agit moins de savoir si vous avez spécifiquement vécu auparavant et plus de savoir si la conscience elle-même est continue, si la conscience est fondamentale, si ce que vous êtes vraiment va plus profond que vos souvenirs et votre histoire personnelle. Einstein n'aurait pas revendiqué la certitude sur ces questions. Il était attentif à maintenir l'humilité sur les limites de la connaissance humaine. Il a dit: la plus belle expérience que nous puissions avoir est le mystérieux. C'est l'émotion fondamentale qui se tient au berceau du véritable art et de la véritable science. Le mystère demeure. La question de savoir pourquoi nous ne nous souvenons pas de nos vies antérieures ne trouvera peut-être jamais de réponse complète. Mais les idées d'Einstein offrent un cadre pour y réfléchir qui va au-delà des réponses religieuses ou sceptiques habituelles. Peut-être que nous ne nous souvenons pas, parce que nous ne sommes pas le genre d'être qui voyage de vie en collectant des expériences. Peut-être que nous sommes plus comme des vagues que comme des navires. Nous surgissons de l'océan. Nous avons notre moment d'existence individuelle et nous retournons à l'océan. L'océan se souvient de toutes les vagues. Mais chaque vague est nouvelle. Peut-être que l'oubli n'est pas un bug, mais une fonctionnalité. Peut-être est-ce ce qui permet à chaque vie d'avoir un sens. Peut-être est-ce ce qui permet à l'amour d'être authentique,
à la lutte d'être réel, à la croissance d'être authentique. Les recherches à l'UVA suggèrent que certains souvenirs filtrent, surtout dans les cas de traumatisme, surtout chez les jeunes enfants, avant que l'illusion d'optique d'une identité séparée ne se solidifie complètement. Ces cas sont fascinants précisément parce qu'ils sont des exceptions. Ce sont des aperçus à travers le voile qui restent habituellement fermés. Mais peut-être que le voile devrait habituellement rester fermé. Peut-être sommes-nous censés vivre chaque vie comme si c'était notre seule, non pas parce que c'est notre seule, mais parce que c'est ainsi que chaque vie atteint sa pleine signification et son intensité. Einstein a vécu sa vie avec une concentration et une intensité remarquables. Il s'est consacré entièrement à la compréhension de l'univers. Il n'a pas passé son temps à essayer de se souvenir de ses vies antérieures ou à s'inquiéter de celles à venir. Il était pleinement présent au mystère de l'existence dans cette vie. Quand Einstein lui-même a fait face à la mort en avril 1955, il l'a abordé avec une sérénité caractéristique. Lorsque les médecins ont proposé une opération chirurgicale qui pourrait prolonger sa vie, il a refusé. Il a dit « Je veux partir quand je veux. C'est de mauvais goût de prolonger la vie artificiellement. J'ai fait ma part. Il est temps de partir. Je le ferai avec élégance. » 12 pages d'équations gisaient à côté de son lit de mort. Il travaillait encore sur sa théorie du champ unifié, essayant toujours de comprendre la structure mathématique de la réalité. Ces derniers mots ont été prononcés en allemand à une infirmière qui ne comprenait pas la langue. Ils ont été perdus à jamais, mais l'approche d'Einstein face à la mort suggère quelque chose de profond concernant la mémoire et l'identité. Il ne semblait pas préoccupé par ce qu'il adviendrait de sa conscience individuelle après la mort. Il ne s'inquiétait pas de savoir s'il se souviendrait de cette vie ou si on se souviendrait de lui. Il était concentré sur la compréhension, sur la contribution, sur le fait d'être pleinement présent jusqu'à la toute fin. Peut-être est-ce là la leçon, non pas chercher des souvenirs de vies antérieures, mais vivre pleinement celle-ci. Non pas essayer de percer le voile, mais d'apprécier pourquoi ce voile existe. Non pas surmonter l'oubli, mais utiliser l'oubli comme une invitation à être pleinement ici et maintenant. L'univers, selon Einstein, est compréhensible. Il fonctionne selon des lois, il a un ordre, une beauté et une précision mathématique. Si l'oubli fait partie du système, alors l'oubli aussi doit avoir un but. Il doit servir l'ordre cosmique d'une manière que nous ne comprenons peut-être pas entièrement. Voici ma question pour vous. Après tout ce que vous avez appris aujourd'hui à propos de l'illusion d'optique d'Einstein, du panthéisme de Spinoza, de la recherche à l'UVA, du but possible de l'oubli, que croyez-vous? Commentez souvenir si vous croyez que nous devrions pouvoir accéder aux souvenirs des vies antérieures. Si vous pensez que l'oubli est une limitation que nous devrions essayer de surmonter. Si vous voulez savoir qui vous étiez auparavant, commentez « oublier » si vous croyez que l'oubli sert un but. Si vous pensez que chaque vie devrait être vécue fraîche et nouvelle. Si vous pensez que le voile de l'ignorance est en réalité un cadeau. Commentez « mystère » si vous croyez, comme Einstein, que certaines questions sont destinées à rester mystérieuses, si vous pensez que le fait de ne pas savoir fait partie de la beauté, si vous trouvez la question elle-même plus précieuse que toute réponse, je lis chaque commentaire. Je répondrai pendant les 2 prochaines heures, que la réincarnation soit réelle ou non. Une chose est certaine, cette vie est réelle, cet instant est réel, cette expression particulière de la conscience que vous êtes en ce moment est réel. Einstein appelait notre sentiment de séparation une illusion d'optique, mais il a aussi dit que la tâche n'est pas d'éliminer l'illusion, mais d'élargir notre cercle de compassion pour embrasser toutes les créatures vivantes et toute la nature dans sa beauté. Peut-être est-ce à cela que servent les vies antérieures, si elles existent, non pas à être remémorées, mais à avoir contribué à l'élargissement de ce cercle, non pas à être rappelées, mais à avoir étendu la capacité d'amour et de compréhension que nous apportons à chaque nouvelle vie.
Vous avez peut-être vécu auparavant, vous vivrez peut-être à nouveau, mais en ce moment, vous êtes ici, dans ce corps, en cet instant, avec cette perspective unique sur le mystère de l'existence. Ce n'est pas rien, c'est tout. Faites-en ce que vous voulez, mais faites-en quelque chose de digne du mystère que vous êtes.